Je fixais le curseur clignotant dans notre discussion de groupe familial. Lu à 21h14. Zéro réponse. Mon fils de 7 ans luttait pour sa vie, sous respirateur, à seulement 1 mètre de moi. Et mes propres parents ne pouvaient même pas prendre la peine d'envoyer un message. Mais ce que j'ignorais, c'est que ma famille ne se contentait pas d'ignorer le combat de mon fils pour sa vie. Ils étaient occupés à planifier comment profiter de mon absence. 2 jours plus tard, ma mère enverrait un texto qui briserait toute illusion de famille qu'il me restait. Envoie 25 000 $. Ton frère mérite un nouveau départ. Ils pensaient que j'étais le même distributeur automatique obéissant que j'avais toujours été. Ils étaient sur le point de découvrir que le frère avec lequel ils avaient grandi était mort, au moment même où mon fils a été placé sous assistance respiratoire. Je m'appelle Gideon. J'ai 35 ans, je suis analyste de risque senior dans une grande entreprise et, plus important encore, père célibataire du petit garçon le plus intelligent et le plus gentil du monde. Calder a toujours été un battant. Il est né prématuré et lutte contre un asthme sévère depuis sa petite enfance. La plupart du temps, nous gérons bien la situation. Nous avons nos routines, nos inhalateurs, nos plans d'action d'urgence. Mais rien n'aurait pu me préparer au cauchemar qui s'est déroulé mardi dernier. Tout a commencé comme une soirée normale. Nous étions en train de dîner, parlant de son documentaire spatial préféré, quand il a commencé à tousser. Ce n'était pas la toux sèche habituelle. C'était une toux profonde, rauque, et en quelques minutes, il haletait pour respirer. Son inhalateur de secours n'a eu aucun effet. Ses lèvres ont commencé à prendre une teinte bleue terrifiante. Le trajet en ambulance est un flou dans ma mémoire. Un mélange chaotique de gyrophares rouges, de sirènes hurlantes, et la peur paralysante que j'allais perdre mon monde entier avant même d'arriver aux urgences. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Calder était en insuffisance respiratoire aiguë. Les médecins n'ont pas perdu une seule seconde. Ils l'ont emmené en courant devant moi, criant des termes médicaux qui m'ont glacé le sang. Et en moins d'1 heure, il a été intubé et transféré à l'unité de soins intensifs pédiatriques, l'USIP. Ces 4 lettres portent un poids qui vous brise l'âme. Je me souviens être resté debout devant sa chambre vitrée, regardant la machine respirer pour mon petit garçon. Le sifflement et le clic rythmique du respirateur étaient le seul son qui me rattachait à la réalité. C'est dans ce couloir stérile et glacial, qui sentait l'alcool à friction et le café rassis, que j'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient si violemment que j'avais du mal à taper. J'ai ouvert la discussion de groupe familial, celle qui comprenait ma mère Rowana, mon père Alistair, et mon frère aîné Thorne. J'ai tapé un message désespéré et frénétique. Calder a fait une grave crise d'asthme. Il est en soins intensifs sous assistance respiratoire. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Je suis à l'hôpital Mémorial. S'il vous plaît, venez. J'ai vu les petites coches de distribution apparaître. Je les ai vues se transformer en confirmation de lecture, et puis j'ai attendu. Je me suis assis sur une chaise en plastique devant la chambre de mon fils, fixant l'écran jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. 10 minutes sont passées, 1 heure est passée, 3 heures sont passées. L'hôpital est devenu silencieux alors que l'équipe de nuit prenait le relais, et mon téléphone est resté complètement, douloureusement silencieux. Je n'aurais pas dû être surpris. C'était la dynamique dans laquelle j'avais grandi. Dans notre foyer, il y avait une hiérarchie claire et tacite. Thorne était l'enfant en or, le fils charismatique et extraverti qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais le responsable, le filet de sécurité invisible. Quand Thorne a accumulé 15 000 $ de dettes de carte de crédit pendant sa 2e année d'université, parce qu'il voulait vivre comme une star de la télé-réalité, mes parents ont discrètement refinancé leur voiture pour le tirer d'affaire. Quand j'ai obtenu mon diplôme en étant major de ma promotion quelques années plus tard, noyé sous les prêts étudiants que j'avais contractés pour payer mes propres frais de scolarité, mes parents m'ont simplement tapoté le dos. « Tu t'en sors toujours, Gideon », avait dit mon père en sirotant son scotch coûteux. « Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour toi. » Ils ne se sont jamais inquiétés pour moi. Ils ne m'ont jamais célébré non plus. Mon succès en tant qu'analyste de risque, mes revenus stables, ma capacité à offrir un foyer sur à Calder en tant que père célibataire, tout cela était simplement attendu. C'était traité comme une ressource pratique pour la famille, plutôt qu'un accomplissement dont on pouvait être fier. Assis sur cette chaise d'hôpital, me frottant les yeux épuisés, l'amère réalité m'a envahi. J'étais seul.
J'avais toujours été seul. Mais alors que la longue nuit se transformait en matin, cette profonde tristesse a lentement commencé à se durcir en autre chose. C'était l'étincelle silencieuse et dangereuse d'une rage absolue. Le soleil du matin s'est glissé à travers les stores de l'hôpital, projetant des ombres dures sur le visage pâle de Calder. Il était stable, disaient les médecins, mais les 24 heures suivantes étaient critiques. Il restait sous sédatif, le tube dans sa gorge paraissant bien trop grand pour son petit corps. Je n'avais pas dormi une seule minute. J'avais à peine bu une tasse d'eau. Vers 9 heures, mon téléphone a enfin vibré. C'était un appel de ma mère, Rowena. Je suis sorti dans le couloir, le cœur battant d'un mélange d'espoir désespéré et de colère grandissante. J'ai répondu à la première sonnerie. Maman, ai-je soufflé dans le récepteur, ma voix se brisant. Tu es en route? Il y a eu une pause, suivie du son d'un lourd soupir. Oh, Gideon, ne sois pas si dramatique. Sa voix crépitait dans le haut-parleur, nette et totalement dénuée de panique. Les enfants tombent tout le temps malades. C'est juste de l'asthme. Tu exagères toujours quand il s'agit de Calder. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Maman, il est sous respirateur. Il ne pouvait plus respirer. Il a failli mourir la nuit dernière. J'ai besoin de toi et de papa ici. Je suis terrifié. Eh bien, nous ne pouvons pas tout laisser tomber, Gideon, a-t-elle répondu, son ton devenant légèrement agacé. Ton père a son tournoi de golf caritatif annuel au Country Club aujourd'hui. Il s'est entraîné sur son swing toute la semaine. Et moi, je retrouve Thorne et Elodie dans 1 heure. Nous avons rendez-vous pour visiter cette nouvelle maison témoin de luxe à Oak Creek. Tu sais à quel point le marché immobilier est compétitif en ce moment, nous ne pouvons pas manquer cette visite. J'ai fermé les yeux. Le tournoi de golf, la maison témoin. Mon fils était relié à une machine qui le maintenait en vie et mon père s'inquiétait de son swing de golf. Ma mère s'inquiétait de l'immobilier. Le contraste était si brutal, si violemment absurde, que j'en ai eu le vertige. Je ne demande pas une faveur, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure dangereux. Je te dis que ton petit-fils est dans un état critique. La maison témoin peut attendre. Ce n'est pas juste une maison, Gideon. C'est l'avenir de Thorne, a-t-elle répliqué sèchement. Lui et Elodie s'installent enfin. Après la faillite de sa start-up l'année dernière, il a vraiment besoin de cette victoire. Il a besoin d'un nouveau départ. Toi, tu vas bien. Tu gères toujours ces choses parfaitement tout seul. Tiens-nous au courant, d'accord? Je t'aime. La ligne a été coupée. Elle a raccroché. Je suis resté dans le couloir de l'hôpital, écoutant la tonalité. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Un nouveau départ. Thorne avait mis sa propre start-up technologique en faillite il y a 1 an, parce qu'il avait dilapidé l'argent des investisseurs en voitures de sport de luxe et en somptueuses retraites d'entreprise. Je le savais, car c'est moi qui avais dû examiner les décombres financiers et conseiller mes parents sur la manière de protéger leurs actifs de ces créanciers. Et maintenant, il était récompensé par une maison de luxe, pendant que mon fils se battait pour une simple bouffée d'air. Un souvenir m'a traversé l'esprit, vif et douloureux. Le 5e anniversaire de Calder. J'avais loué un château gonflable, acheté un énorme gâteau en forme de dinosaure et invité toute la famille. Calder s'était assis près de la fenêtre pendant 3 heures, coiffé d'une petite couronne en papier, attendant ses grands-parents et son oncle Thorne. Ils ne sont jamais venus. Plus tard dans la soirée, j'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. Ils étaient dans une pâtisserie pour chiens. Ils avaient organisé une somptueuse fête d'anniversaire pour le caniche miniature de Thorne. Ils avaient oublié l'anniversaire de leur propre petit-fils, pour un chien. Je suis retourné dans la chambre de Calder et je me suis assis à côté de son lit. J'ai passé la main à travers les barreaux du lit et j'ai doucement tenu sa petite main fragile. Elle était froide. Je l'ai pressée contre ma joue et j'ai laissé tomber la première et unique larme. Je suis tellement désolé, mon grand, lui ai-je murmuré. Je suis tellement désolé qu'il ne voit pas à quel point tu es merveilleux. À cet instant précis, quelque chose de fondamental s'est brisé en moi. L'obligation, la culpabilité, le cycle sans fin d'essayer de mériter l'amour de personnes qui ne me voyaient que comme un simple outil. Tout s'est évaporé. J'ai regardé les moniteurs qui suivaient le rythme cardiaque de mon fils, et j'ai fait un vœu silencieux.
J'en avais fini d'être le filet de sécurité invisible. J'en avais fini d'être le plan de secours. S'ils voulaient traiter ma famille comme des étrangers, j'allais leur donner exactement ce qu'ils demandaient. Le 3e jour en soins intensifs, j'avais l'impression de marcher sous l'eau. Le poids lourd et oppressant de l'épuisement pesait constamment sur moi. Mais les médecins ont enfin apporté de bonnes nouvelles. Les poumons de Calder répondaient aux médicaments. Le gonflement de ses voies respiratoires avait suffisamment diminué pour qu'il se sente en confiance pour le retirer du respirateur. Le processus d'extubation était terrifiant à observer. Mais quand ils ont finalement retiré le tube et que Calder a pris sa première respiration rauque et indépendante, je me suis effondré sur la chaise et j'ai pleuré. Il était faible. Il était groggy à cause des sédatifs, mais il était en vie. Il m'a regardé avec des yeux fatigués et a murmuré « Papa ». C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu en 35 ans d'existence. Étant père célibataire et unique soutien de famille, je ne pouvais pas abandonner complètement mon travail. Pendant que Calder dérivait entre des sommeils réparateurs, j'étais assis dans le coin de sa chambre d'hôpital avec mon ordinateur portable ouvert, jonglant avec une feuille de calcul d'évaluation des risques d'entreprise, tout en écoutant sa respiration régulière. Le Wi-Fi de l'hôpital était terrible, mais la distraction des chiffres et des données m'a en fait aidé à garder les pieds sur terre. Il était exactement 14h15 quand mon téléphone a vibré sur la table en métal à côté de moi. J'ai jeté un œil à l'écran. C'était un SMS de Rowana. Je l'ai fixé un instant, supposant que c'était enfin une question pour savoir si Calder était réveillé ou si le tube respiratoire était retiré. J'ai déverrouillé l'écran et ouvert le message. Gideon, Thorne a trouvé la maison parfaite. Elle est absolument magnifique. Lui et Elodie ont besoin de 25 000 $ pour finaliser le séquestre aujourd'hui. Les vendeurs ont une autre offre sur la table, donc nous devons agir vite. Fais le virement sur son compte dès que tu vois ça. Ton frère mérite un nouveau départ après tout ce qu'il a traversé l'année dernière. La famille s'entraide. J'ai lu le message une fois. Puis je l'ai relu une deuxième fois, et puis une troisième, juste pour m'assurer que l'audace pure de la chose était bien réelle. Pas un seul mot sur Calder. Pas un « comment va-t-il » Pas un « a-t-il survécu à la nuit » Juste une demande de 25 000 $ pour que mon frère puisse acheter une maison de luxe pour impressionner sa riche fiancée. Elodie était une femme gentille, une conservatrice de galerie d'art issue d'une famille respectable et aisée. Elle était polie, raffinée, et complètement aveugle à la réalité de la situation financière de ma famille. Thorne l'avait convaincu qu'il était un entrepreneur à succès qui traversait juste une mauvaise passe temporaire. Il jouait bien le rôle, portant des costumes de marque et exhibant des montres chères. Ce qu'Elodie ne savait pas, c'est que le style de vie de Thorne était entièrement financé par mes parents, et par extension, par moi. J'ai levé les yeux de l'écran lumineux de mon téléphone et j'ai regardé mon fils. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait. À côté de son lit, posé sur le plateau médical, se trouvait une estimation préliminaire du service de facturation de l'hôpital. Parce que l'état de Calder nécessitait une intervention d'urgence, des équipes spécialisées en pneumologie pédiatrique et un séjour en soins intensifs, le coût était astronomique. Le papier indiquait que les frais estimés actuels s'élevaient à 84 000 $. Mon assurance en couvrirait une grande partie, mais le plafond de reste à charge et les tickets modérateurs pour les spécialistes allaient quand même représenter un énorme coût financier. J'avais passé des années à constituer un solide fonds d'épargne d'urgence, précisément pour cette raison, sacrifiant des vacances et des voitures neuves, pour que Calder soit toujours protégé. Et il voulait 25 000 $. Aujourd'hui. Pour une maison. J'ai senti une clarté froide et nette m'envahir. Pendant des années, j'avais analysé les risques pour de grandes entreprises. J'examinais des feuilles de calcul, identifiais les actifs toxiques, et recommandais de réduire les pertes pour sauver le cœur de l'activité. Debout dans cette chambre d'hôpital, en regardant le SMS de la femme qui m'avait mis au monde, j'ai réalisé que ma famille était l'actif le plus toxique de ma vie. Ils étaient un trou noir, consommant tout ce que j'avais à offrir sans jamais rien donner en retour. Ils pensaient que j'étais le même distributeur automatique obéissant que j'avais toujours été. Ils pensaient qu'ils pouvaient ignorer le combat de mon fils pour sa vie, puis exiger nonchalamment une fortune. Ils étaient sur le point de découvrir que le frère avec lequel ils avaient grandi était mort, au moment même où mon fils a été placé sous assistance respiratoire. Le Gideon qui existait maintenant était un père protégeant son petit, et un auditeur prêt à équilibrer les comptes.
Je n'ai pas répondu avec un long paragraphe émotionnel. Je n'ai pas mendié leur empathie ou essayé d'expliquer à quel point je me sentais épuisé et brisé. J'ai simplement pris la facture d'hôpital préliminaire sur le plateau. Je me suis assuré que le total en bas était bien visible, 84 000 $. J'ai pris une photo nette et en haute résolution du document, en veillant à ce que les mots « unité de soins intensifs pédiatriques » soient parfaitement lisibles en haut. J'ai joint la photo à la discussion de groupe. Je n'ai pas écrit de salutation. Je n'ai ajouté aucun contexte. J'ai tapé un seul mot en majuscule, priorité. J'ai appuyé sur envoyer. Pendant environ 45 secondes, il y a eu un silence absolu. Puis mon téléphone a pratiquement explosé dans ma main. La première notification était un texto de mon frère. Thorne, tu es sérieux là? Arrête d'être si dramatique. L'assurance couvre ce genre de choses. On a une date limite pour le séquestre. Gideon, arrête de jouer et envoie l'argent. Les parents d'Élodie nous observent. Avant même que je puisse traiter l'arrogance absolue de son message, un appel entrant a bloqué l'écran. C'était ma mère. J'ai appuyé sur le bouton rouge pour refuser. 2 secondes plus tard, elle a rappelé. J'ai refusé à nouveau. Puis est venu le flot de textos de Rowana. Comment oses-tu envoyer quelque chose comme ça? Tu es incroyablement égoïste. Nous essayons de sécuriser l'avenir de ton frère. Calder est à l'hôpital avec des médecins. Il va bien. Thorne va perdre cette maison si tu ne transfères pas les fonds dans l'heure qui suit. Tu gagnes un salaire à 6 chiffres, Gideon, ne fais pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Mon père Alistair est intervenu ensuite. Arrête d'être mesquin, Gideon. Envoie l'argent. Nous parlerons de ton attitude plus tard. Je suis resté là, à regarder les messages défiler, ressentant un étrange sentiment de détachement. C'était comme si j'assistais à une expérience psychologique en temps réel. Mon fils avait failli mourir étouffé, et ils étaient agacés que son urgence médicale gêne légèrement leurs transactions immobilières. Ils n'étaient pas seulement absents émotionnellement. Ils étaient activement rancuniers que mon argent puisse servir à sauver la vie de mon fils, au lieu de financer l'ego de mon frère. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le téléphone contre le mur. Même si mes mains tremblaient avec l'envie de le faire. J'ai pris une profonde inspiration, laissant l'air stérile de l'hôpital remplir mes poumons. Le fils émotif et désespéré qui voulait que ses parents l'aiment avait disparu. L'analyste de risque professionnel a pris le volant. Quand un client d'entreprise a un département qui perd de l'argent à flot et agit avec une négligence grossière, vous ne discutez pas avec eux. Vous gelez leur budget. Vous auditez leurs comptes et vous les fermez. J'ai ouvert les paramètres de mon téléphone et je l'ai mis en mode « Ne pas déranger ». L'écran est devenu noir, faisant taire le barrage de demandes et d'insultes. Je me suis dirigé vers la petite fenêtre de la chambre de l'USIP, regardant la ville tentaculaire. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'être le bon fils, espérant que si j'étais assez responsable, assez généreux, assez réussi, il me regarderait enfin comme il regardait Thorne. C'était un mauvais investissement. J'avais jeté de l'argent et de l'énergie émotionnelle dans un puits sans fond. Il était temps de liquider l'actif. Et je savais exactement par où commencer. Je suis retourné à mon ordinateur portable, qui reposait toujours sur mes genoux, bourdonnant doucement. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur. Je ne me sentais plus triste. Je me sentais terriblement calme. J'étais sur le point d'examiner les liens financiers que je partageais encore avec mes parents, en particulier le fonds de santé d'urgence que j'avais créé pour eux. Je pensais que j'allais simplement le fermer pour marquer le coup, mais j'étais sur le point de découvrir un secret qui me donnerait l'arme ultime pour détruire à jamais la façade parfaite de mon frère. J'ai tapé l'URL de ma principale institution bancaire. Mes doigts ont volé sur le clavier, entrant mes identifiants avec une efficacité rodée. Il y a des années, lorsque mon père, Alistair, avait eu une légère alerte cardiaque, j'avais paniqué. En fils responsable, j'avais immédiatement créé un fonds d'urgence familial commun. J'y avais déposé une grosse somme forfaitaire et mis en place un virement automatique mensuel depuis mon salaire, pour m'assurer qu'ils n'auraient jamais à s'inquiéter des factures médicales ou d'une crise de santé soudaine dans leur vieillesse. J'étais le titulaire principal du compte, mais mes parents avaient un accès complet pour retirer des fonds si une véritable urgence survenait. Je leur avais fait confiance. Je vérifiais rarement le solde, supposant que l'argent était là, fructifiant tranquillement,
un filet de sécurité pour leurs années dorées. J'ai cliqué sur l'aperçu du compte. La page s'est chargée. J'ai fixé l'écran, les sourcils froncés par la confusion. Le solde était incorrect. Il était radicalement incorrect. Il aurait dû y avoir près de 40 000 $ sur ce compte. Au lieu de cela, les chiffres en vert gras indiquaient 27 600 $. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Mon père avait-il été secrètement malade? Ma mère avait-elle eu besoin d'une opération dont elle ne m'avait pas parlé? J'ai cliqué sur l'historique des transactions, filtrant les résultats des 6 derniers mois. Alors que la liste des retraits s'affichait à l'écran, mon inquiétude initiale s'est instantanément évaporée, remplacée par une fureur froide et brûlante. Il y avait des dizaines de retraits. Aucun d'entre eux n'était destiné à des hôpitaux, des cliniques ou des pharmacies. Il y a 3 mois, virement sortant de 1 000 $. La ligne de mémo, écrite dans l'écriture abrégée et négligente de ma mère, indiquait « Acompte décoration intérieure Thorne ». Il y a 2 mois, virement sortant de 5 000 $. Mémo, provision avocat immobilier. Il y a 3 semaines, virement sortant de 3 400 $. Mémo, traiteur fête de fiançailles LED. J'ai parcouru la liste plus bas. Il y avait aussi des frais plus modestes. 500 $ dans un magasin de golf haut de gamme. 800 $ dans un spa de luxe. Ils n'avaient pas seulement ignoré la crise médicale de mon fils. Ils avaient activement pillé le fonds d'urgence médicale que j'avais créé pour eux, utilisant mon argent durement gagné pour financer le style de vie somptueux de Thorne et les passe-temps de mon père. Ils avaient volé 12 400 $ au cours des 3 derniers mois seulement. Et maintenant, assis dans une maison témoin, ils réalisaient que l'argent volé n'était pas tout à fait suffisant pour couvrir l'énorme dépôt de séquestre requis pour le nouveau manoir de Thorne. Il leur manquait 25 000 $. Alors, au lieu d'utiliser leur propre argent, ils m'ont envoyé un texto, exigeant que je comble la différence. Pendant que j'étais assis en soins intensifs pédiatriques. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Un sourire froid et calculateur qui aurait terrifié quiconque me connaissait. En tant qu'auditeur, je traque la fraude financière pour vivre. Je recherche des actifs cachés, démasque les détourneurs de fonds et construis des dossiers en béton contre les voleurs d'entreprise. Et ma famille venait de me livrer la preuve irréfutable sur un plateau d'argent. Ils pensaient que j'étais aveugle. Ils pensaient que, parce que je ne me plaignais jamais, je ne vérifiais jamais. Ils supposaient que le fils invisible continuerait simplement à travailler, à gagner de l'argent et à payer les factures sans jamais poser de questions. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul vierge et j'ai commencé à exporter l'historique des transactions. Chaque dollar volé, chaque mémo arrogant, chaque date et heure. Je l'ai formaté proprement, surlignant les retraits frauduleux en rouge vif et éclatant. Je construisais un dossier. Si Thorne voulait jouer le rôle de l'entrepreneur riche et prospère devant sa fiancée de la haute société, Élodie, j'allais m'assurer qu'elle voie la source exacte de sa richesse. J'ai regardé le solde restant du compte commun. 27 600 $. C'était légalement mon argent. J'étais le titulaire principal du compte. J'avais déposé chaque centime. Mes parents n'étaient que des utilisateurs autorisés. Ils voulaient 25 000 $ pour finaliser le séquestre aujourd'hui. Ils avaient besoin de cet argent avant la fin de la journée ouvrable, sinon le contrat de Thorne sur la maison tomberait à l'eau, l'humiliant devant Élodie et ses riches parents. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge sur l'écran de mon ordinateur portable. Il était 14h45. Les banques fermaient à 17h. Le bureau de séquestre fermait à 17h. J'ai pris mon téléphone et j'ai désactivé le mode « Ne pas déranger ». Un nouveau texto de Thorne est apparu immédiatement. « Frère, arrête d'être un CN. Je suis à la banque, j'attends le virement. » Élodie commence à s'impatienter. « Envoie-le maintenant. » J'ai souri à nouveau. J'ai posé le téléphone face contre table. Il était temps de verrouiller le coffre-fort. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Il appartenait à Desmond, le directeur principal de l'agence de ma banque. Desmond et moi avions noué une solide relation professionnelle au fil des ans. J'avais géré les portefeuilles de risque de certains des clients entreprises de la banque, et il s'occupait de ma gestion de patrimoine personnel. C'était un homme vif d'esprit, pragmatique, dans la fin de la cinquantaine, qui connaissait la valeur de la discrétion. Gideon, mon ami,
répondit Desmond, sa voix chaleureuse. Comment se porte le portefeuille? Desmond, j'ai besoin de ton aide, dis-je, gardant ma voix basse et stable. C'est une urgence, pas une urgence de marché. Une urgence personnelle. Son ton a changé instantanément, devenant entièrement professionnel. Dis-moi ce dont tu as besoin. Mon fils est en soins intensifs. Il a eu une grave crise d'asthme. Il va s'en sortir, mais je suis à l'hôpital depuis des jours. Mon Dieu, Gideon. Je suis vraiment désolé. Tout ce dont tu as besoin, considère que c'est fait. Je dois geler immédiatement le fonds d'urgence familial commun se terminant par 4219, ai-je ordonné. Je suis le titulaire principal du compte. Je veux que tout accès des utilisateurs autorisés, Alistair et Rowena, soit révoqué avec effet immédiat. Pas de retrait, pas de virement, pas d'accès. C'est fait. J'ai entendu le cliquetis de son clavier. Je le verrouille maintenant. Quoi d'autre? J'ai besoin que tu ouvres un nouveau compte, complètement séparé. Une fiducie blindée pour mon fils, Calder. Je veux que le solde restant du compte commun, 27 600 $, soit transféré immédiatement dans cette fiducie. Définis les paramètres de manière à ce que personne, pas même moi, ne puisse en retirer des fonds pour autre chose que les dépenses médicales ou éducatives de Calder. Je la veux à toute épreuve. Desmond marqua une pause d'une fraction de seconde. Gideon, si je révoque leur accès et que je vide le compte dans une fiducie, toute transaction en attente qu'ils essaieront de faire sera rejetée instantanément. T'attends-tu à un problème? Ils siphonnent de l'argent depuis des mois pour financer le style de vie de mon frère, ai-je expliqué, le ton froid revenant dans ma voix. En ce moment même, mon frère se trouve dans l'une de vos agences, attendant que mes parents virent 25 000 $ de ce compte exact pour payer son dépôt de séquestre sur une maison. Je leur coupe les vivres complètement. J'ai entendu un léger sifflement au téléphone. Compris. Le compte commun est maintenant officiellement gelé. Les fonds sont en cours de routage vers un compte de transit temporaire à ton nom uniquement, jusqu'à ce que nous finalisions les documents de la fiducie. S'ils essaient de retirer des fonds au guichet ou en ligne, ils recevront un refus sec. Code 04. Compte gelé par le titulaire principal. Merci, Desmond. Une dernière chose. Je t'écoute. J'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone tout en lui parlant. Je veux initier un virement manuel vers le compte courant personnel de Thorne. Gideon, tu viens de me dire de tout geler, dit Desmond, l'air confus. Combien veux-tu lui envoyer? $1, ai-je dit d'un ton sec. J'ai tapé le chiffre 1.00 dans la case du montant du virement. J'ai fait défiler jusqu'à la ligne de mémo. Mes doigts ont tapé sur l'écran de verre avec des coups délibérés et lourds. J'ai tapé le message « Achète un paillasson ». C'est la seule partie d'une maison que tu posséderas jamais. J'ai appuyé sur « Soumettre ». La coche verte est apparue. Virement réussi. Je vais traiter ça tout de suite, dit Desmond, avec une pointe d'amusement sombre dans la voix. Gideon, tu réalises que ça va déclencher une guerre, n'est-ce pas? S'ils sont au guichet en attendant 25 000 $ et qu'ils reçoivent un virement $1 et un compte gelé, ça va être moche. J'ai regardé Calder. Il dormait paisiblement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sans l'aide d'une machine. Il avait l'air si petit, si innocent. Il méritait une famille qui déplacerait des montagnes pour lui, pas une famille qui considérait sa survie comme un inconvénient. Que ce soit moche, ai-je dit à Desmond. J'ai mené leur guerre toute ma vie. Il est temps qu'ils mènent les leurs. J'ai raccroché. Le piège était tendu. Le coffre-fort était verrouillé. Je me suis adossé à la chaise inconfortable de l'hôpital, j'ai croisé les bras et j'ai attendu l'explosion. Elle n'a pas tardé. 10 minutes plus tard, la première onde de choc a frappé. Si vous appréciez la façon dont Gideon gère sa famille toxique, veuillez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre un public plus large. Merci beaucoup. Il a fallu 3 jours supplémentaires, insoutenables, avant que les médecins n'autorisent enfin Calder à rentrer chez lui. Ces jours ont été un tourbillon de traitements respiratoires, d'anxiété persistante, et de la reconstruction silencieuse et féroce de mes propres fondations internes. Au moment où nous avons franchi la porte d'entrée de notre petite maison tranquille, je me sentais comme un homme complètement différent.
j'ai installé Calder dans son lit avec ses peluches préférées, j'ai mis en place son nébuliseur sur la table de chevet et j'ai engagé notre voisine âgée, Madame Gable, une infirmière pédiatrique à la retraite, pour le surveiller l'après-midi. Je devais aller au bureau. J'avais manqué une semaine de travail et le monde de l'entreprise ne s'arrête pas pour les tragédies personnelles. Plus important encore, je savais que la tempête arrivait et je voulais y faire face sur mon propre terrain, pas devant mon fils en convalescence. Je suis arrivé à mon cabinet vers 13 heures. Le bourdonnement familier du quartier financier, les costumes impeccables, l'odeur de café cher. Tout cela me semblait être un univers parallèle surréaliste, comparé à la réalité stérile de vie et de mort de l'USIP. Je suis entré dans mon bureau, j'ai posé ma mallette et j'ai commencé à trier la montagne de mai. J'ai à peine eu le temps d'ouvrir la première feuille de calcul lorsque la lourde porte en verre de la réception s'est ouverte en claquant. Même à travers les murs insonorisés de mon bureau, j'ai pu entendre l'agitation. Je me suis levé, je me suis dirigé vers ma porte et je l'ai ouverte juste au moment où ma mère, Rowena, et mon frère, Thorne, bousculaient la réceptionniste surprise. Ils avaient l'air absolument frénétiques, mais pas d'inquiétude pour mon fils. Ils ressemblaient à des animaux acculés. Le visage de Thorne était rouge foncé de colère, son costume de marque légèrement froissé. Ma mère serrait son sac à main en cuir cher comme une arme. « Où est-il » aboya Thorne à mon assistante Sarah, qui était déjà en train d'atteindre le bouton de sécurité sous son bureau. Je suis sorti de mon bureau, m'appuyant nonchalamment contre le cadre de la porte. « Tu n'as pas besoin de crier sur mon personnel, Thorne, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Mon bureau, maintenant. » Ils ont pratiquement sprinté devant moi dans mon bureau. J'ai fermé doucement la porte derrière eux, m'assurant qu'elle se verrouille. Je ne leur ai pas offert de siège. J'ai marché derrière mon bureau et je suis resté debout, attendant l'éruption. « Putain, qu'est-ce que tu as fait » a hurlé Thorne, frappant des mains sur mon bureau en acajou. Les veines de son cou étaient saillantes. J'étais assis au bureau du séquestre avec l'agent immobilier et Elodie. La société de titres a essayé de traiter le virement depuis le compte familial et il a été rejeté. Rejeté, Gideon. Le compte est gelé. Ma mère s'est avancée, les yeux écarquillés d'un mélange de panique et de fureur. Tu nous as humiliés, Gideon. As-tu la moindre idée de l'embarras que c'était pour Thorne ? L'agent immobilier l'a regardé comme s'il était un criminel. Elodie posait des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Nous avons essayé de retirer les fonds au guichet et ils nous ont dit que l'accès était révoqué. Révoqué. Par toi. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Mon fils avait failli mourir, et la seule chose qui les avait fait se précipiter à mes côtés était un virement bancaire rejeté. Oui, ai-je dit, ma voix complètement dénuée d'émotion. Je l'ai gelé. J'ai révoqué votre accès et j'ai transféré le solde restant dans une fiducie sécurisée pour Calder. Cet argent a disparu, Thorne. Tu n'en auras pas un seul centime. Thorne avait l'air sur le point de faire une attaque. Tu ne peux pas faire ça. C'est l'argent de la famille. Nous avons besoin de 25 000 $ tout de suite ou je perds la maison. Les vendeurs menacent de se retirer et de prendre l'offre de secours. Les parents d'Elodie vont découvrir que je n'ai pas l'argent. L'argent de la famille, ai-je répété en haussant un sourcil. Ce compte a été ouvert par moi, financé exclusivement par mes chèques de paie pour assurer à maman et papa un filet de sécurité en cas d'urgence médicale. Ce n'était pas une caisse noire pour ton style de vie de luxe. Tu es un salaud sans cœur et jaloux, cracha Thorne, s'approchant de mon bureau. Tu as toujours été jaloux de moi. Juste parce que ta vie est un désastre misérable et solitaire, tu veux gâcher mon bonheur. Tu vas te connecter à ton portail tout de suite, débloquer ce compte, et me virer les 25 000 $ ou je jure devant Dieu. Ou quoi, les jeux interrompus, ma voix baissant d'un octave. À ce moment, la porte de mon bureau s'est ouverte. Lyndon, l'associé directeur principal du cabinet, se tenait là. C'était un homme grand et imposant qui ne tolérait pas les drames. Y a-t-il un problème ici, Gideon ? Demanda Lyndon, ses yeux perçants passant de mon frère au visage rouge à ma mère paniquée. La sécurité attend dans le hall. Tout est parfaitement sous contrôle, Lyndon, dis-je doucement, sans jamais quitter Thorne des yeux. Mon frère et ma mère étaient sur le point de partir. Thorne ouvrit la bouche pour crier à nouveau, mais je l'ai coupé. Je me suis penché sur le bureau, réduisant la distance entre nous,
et j'ai parlé dans un murmure si bas et si venimeux que seul lui et ma mère pouvaient entendre. Écoute-moi très attentivement, ai-je sifflé. Tu prends ta mère et tu sors de ce bâtiment tout de suite. Parce que si tu dis un mot de plus, si tu élèves la voix d'un décibel de plus, j'irai à cette imprimante, j'imprimerai les relevés bancaires montrant les 12 400 $ que vous avez systématiquement volés d'un fonds d'urgence médicale au cours des 3 derniers mois, et je les livrerai personnellement à la galerie d'art d'Élodie. Je lui montrerai exactement avec quel genre d'escroc elle est en train de se marier. La bouche de Thorne s'est refermée d'un coup sec. La couleur a quitté son visage si rapidement qu'il avait l'air physiquement malade. L'enfant en or arrogant et hurlant a disparu, remplacé par un petit garçon terrifié qui réalisait que son bluff avait été démasqué. Ma mère a haleté, mettant une main sur sa bouche. Elle savait que j'avais vu les transactions. Ai-je murmuré à Thorne. Avant de perdre bien plus qu'une simple maison. Il a dégluti difficilement, s'est éloigné de mon bureau et a attrapé le bras de ma mère. Ils se sont retournés et sont sortis de mon bureau, bousculant Lyndon sans un seul mot. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux était assourdissant. J'ai regardé Lyndon, qui m'observait avec un mélange de respect et d'inquiétude. Drame familial, ai-je simplement dit en redressant ma cravate. Ça ne se reproduira plus. Lyndon a hoché lentement la tête. Fais en sorte que ce soit le cas. Si tu as besoin de temps pour régler ça, prends-le. Je l'ai remercié et j'ai fermé ma porte. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais à cause de l'énorme décharge d'adrénaline. J'avais enfin riposté, et j'avais gagné la première bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Le reste de l'après-midi s'est écoulé dans un flou de travail concentré et agressif. Je me suis plongé dans les évaluations de risques et les audits d'entreprise, utilisant les chiffres pour me recentrer. À 16 heures, l'adrénaline s'était estompée, laissant derrière elle un épuisement profond, jusqu'à l'os. Je ne désirais rien de plus que de rentrer chez moi, de serrer Calder dans mes bras et de dormir pendant 3 jours d'affilée. Je rangeais ma mallette quand mon téléphone portable personnel a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait Desmond, mon directeur de banque. J'ai répondu immédiatement, anticipant une quelconque résistance concernant les documents du compte en fiducie. Gideon, dit Desmond, sa voix inhabituellement tendue. Es-tu dans un endroit sûr? J'ai froncé les sourcils, refermant la porte de mon bureau. Oui, je suis seul dans mon bureau. Que se passe-t-il, Desmond? Le virement vers la fiducie de Calder n'est pas passé? Le virement est passé parfaitement. La fiducie est blindée, m'a-t-il assuré. Ce n'est pas pour ça que j'appelle. J'appelle parce que ton père, Alistair, est actuellement assis dans la salle de conférence du directeur d'agence avec 2 policiers et un avocat. Je me suis figé. Une sueur froide a parcouru ma nuque. Quoi? Pourquoi? Il est venu il y a environ 1 heure, exigeant d'annuler le gel du compte commun, a expliqué Desmond, son ton strictement professionnel, mais empreint d'une profonde sympathie. Quand mes caissiers ont refusé, il a fait monter les enchères. Il a fait appel à une représentation légale et a tenté de déposer une plainte officielle pour fraude contre toi. Une plainte pour fraude pour avoir déplacé mon propre argent? C'est pire, Gideon, soupira lourdement Desmond. Il a présenté une déclaration médicale sous serment. Il prétend que le stress de l'hospitalisation de ton fils a provoqué une grave crise psychotique. Il a dit aux agents que tu souffres d'une grave instabilité mentale, que tu n'es pas sain d'esprit, et que tu as malicieusement volé des fonds familiaux pendant un épisode maniaque. Il exige que la banque gèle tous tes avoirs personnels et lui accorde une procuration financière d'urgence sur tes comptes pour te protéger de toi-même. L'audace pure de la chose m'a frappé comme un coup physique. La pièce a tourné pendant 1 seconde. Mon père, l'homme qui n'avait pas pu se donner la peine de manquer un tournoi de golf pendant que son petit-fils était sous respirateur, essayait maintenant de me faire interner. Il était prêt à me faire déclarer mentalement incompétent, à détruire ma carrière, ma réputation, et potentiellement ma garde de Calder, tout ça pour mettre la main sur 25 000 $ pour que Thorne puisse acheter une maison de luxe. La trahison était si profonde, si absolue, qu'elle a court-circuité la tristesse pour se transformer en quelque chose de sombre et cristallin. « Qu'est-ce que tu leur as dit, Desmond » ai-je demandé, ma voix terriblement calme. « Je leur ai dit de sortir de ma banque » a répondu Desmond avec férocité. J'ai montré aux agents les documents d'ouverture du compte, prouvant que tu es le seul déposant et le titulaire principal.
J'ai informé son avocat que toute tentative de prétendre que tu es mentalement incompétent serait accueillie par un énorme procès en diffamation de notre service juridique, car tu gères des millions en portefeuille de risque pour cette institution et ton acuité mentale est hors de question. La police a réalisé qu'il s'agissait d'un litige familial civil et est partie. Ton père et son avocat ont menacé de poursuivre la banque, mais ils sont partis aussi. Merci, Desmond. Je te dois plus que je ne peux le dire. Tu me dois une bière quand tout ça sera fini, a-t-il dit. Gideon, surveille tes arrières. Ils sont désespérés, et les gens désespérés ne respectent pas les règles. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté au milieu de mon bureau. Il voulait jouer salement. Il voulait détruire ma vie pour préserver l'illusion de Thorne. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un SMS d'Alistair. Ton comportement aujourd'hui est totalement inacceptable. Tu as perdu la tête. Nous aurons une réunion de famille obligatoire ce soir pour résoudre ce problème interne avant qu'il n'aille plus loin. 20h chez nous. Sois là, ou je prendrai des mesures que tu regretteras profondément. Une réunion de famille obligatoire, un problème interne. Il essayait de me convoquer comme un enfant désobéissant après avoir tenté de me faire déclarer légalement fou. Je me suis dirigé vers mon ordinateur. J'ai ouvert le dossier que j'avais constitué, la feuille de calcul des 12 400 $ volés, les factures d'hôpital, puis j'ai ouvert mes archives financières personnelles. Si nous allions parler d'argent de famille, nous allions parler de tout. J'ai sorti les registres des 8 dernières années, les dettes de carte de crédit que j'avais remboursées pour Thorne, les paiements de voiture, les factures médicales que j'avais couvertes pour mes parents. J'ai tout compilé en un seul grand livre de comptes, massif et indéniable, d'exploitation financière. J'ai cliqué sur « Imprimer ». La machine a ronronné, crachant page après page de vérité indéniable. J'ai rassemblé les papiers encore chauds, je les ai placés soigneusement dans un épais dossier manille, et je les glissés dans ma mallette. J'ai envoyé un texto à ma voisine, Madame Gable, lui demandant si elle pouvait rester avec Calder jusqu'à 22h. Je lui ai dit que je la paierais le triple de son tarif habituel. Elle a accepté immédiatement, me disant de prendre mon temps, et que Calder mangeait de la soupe au poulet et regardait des dessins animés. J'ai répondu au texto de mon père par un seul mot. Confirmé. Il voulait une réunion de famille. J'allais leur donner un procès, une exécution, et un enterrement, tout ça en une seule nuit. Je me suis garé dans la rue devant la maison de mes parents à exactement 19h55. C'était une belle et grande maison de banlieue, du genre avec des pelouses parfaitement entretenues et des lumières de porche vives. Elle ressemblait à l'image du rêve américain. Je savais exactement quelle part de ce rêve j'avais personnellement financé. J'ai attrapé l'épais dossier manie sur le siège passager, j'ai pris une profonde inspiration de l'air frais de la nuit, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je n'ai pas frappé. J'ai tourné la poignée et je suis entré. L'atmosphère dans le salon était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. C'était une scène soigneusement mise en place pour une intimidation maximale. Mon père, Alistair, était assis dans son grand fauteuil en cuir, le trône incontesté de la maison. Il avait l'air sévère, autoritaire, le patriarche, prêt à discipliner son fils capricieux. Ma mère, Rowena, était assise sur le canapé 2 places, s'épongeant les yeux avec un mouchoir, jouant le rôle de la mère au cœur brisé et victimisé. Et puis il y avait Thorne. Il était assis sur le canapé principal, vêtu d'un blazer impeccable et d'une montre chère qui, je le savais, coûtait plus cher que ma première voiture. À côté de lui était assise Elodie, sa fiancée. Elle était magnifique, vêtue de vêtements de créateur sobres mais clairement coûteux, tenant un sac à main matelassé classique. Le contraste visuel était saisissant. Il ressemblait à un couple riche et prospère, prêt pour un dîner au country club. Moi, en revanche, je portais la même chemise froissée que j'avais portée à l'hôpital, les yeux cernés par l'épuisement, portant un simple dossier en carton. Personne ne m'a salué. Alistair a montré du doigt une unique chaise de salle à manger au dossier droit, placée au centre de la pièce, directement face au reste d'entre eux. La chaise d'interrogatoire. « Assieds-toi, Gideon », a ordonné Alistair, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Nous avons beaucoup de choses à discuter. J'ai ignoré la chaise. J'ai marché jusqu'au centre de la pièce et je suis resté debout, tenant mon dossier. Je préfère rester debout, ai-je dit. Finissons-en. Elodie semblait confuse par l'hostilité. Elle s'est levée,
m'offrant un sourire chaleureux et sympathique. Gideon, c'est si bon de te voir, dit-elle doucement. Thorn m'a dit que tu traversais une période très difficile. J'ai cligné des yeux. Une période difficile? Oui, a-t-elle continué, complètement inconsciente de la panique qui venait de traverser les yeux de Thorn. Il m'a parlé de tes difficultés financières. Il a dit que tu étais noyé sous les dettes et que tu étais venu à son bureau aujourd'hui pour mendier un prêt. Il a dit que c'est pour ça que le virement du séquestre a été confus, parce qu'il essayait de trouver comment t'aider à payer les factures médicales de Calder. Nous voulons que tu saches, une fois la maison acquise, Thorn va t'aider à te remettre sur pied. La famille est si importante. Le silence qui a suivi ces paroles était absolu. C'était un silence lourd et étouffant. J'ai regardé Thorn. Il fixait le sol, le visage blême, une perle de sueur coulant le long de sa tempe. J'ai regardé ma mère, dont les yeux étaient écarquillés de terreur. J'ai regardé mon père, qui semblait soudainement se ratatiner dans son fauteuil en cuir. L'ampleur du mensonge était à couper le souffle. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent. Ils n'avaient pas seulement ignoré mon fils mourant. Ils avaient complètement réécrit la réalité. Ils avaient lavé le cerveau de cette pauvre femme pour lui faire croire que Thorn, le parasite qui avait volé dans un fonds médical, était en fait un riche sauveur, et que moi, le père célibataire qui avait financé leur vie pendant une décennie, j'étais un mendiant pathétique cherchant l'aumône. Mon père s'est raclé bruyamment la gorge, essayant de sauver la situation. Élodie, ma chérie, ce sont des affaires de famille. Nous n'avons pas besoin de discuter d'eux. Non, les jeux interrompus, ma voix résonnant avec une autorité absolue. Ne l'arrêtez pas, Alistair. Je veux entendre exactement quelle histoire Thorn a racontée à sa future femme. Gideon, s'il te plaît, a murmuré Thorn, levant les yeux vers moi avec un regard suppliant. Assieds-toi. Parlons-en en privé. En privé? J'ai ri. Un son dur et amer qui ne contenait aucune once d'humour. Tu veux de l'intimité après être allé à ma banque aujourd'hui pour tenter de dire à la police que j'étais légalement fou pour que tu puisses saisir mes biens? Tu veux de l'intimité après avoir menti à cette femme en face pour couvrir tes propres échecs pathétiques? Élodie a reculé, son sourire s'évanouissant. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Légalement fou? Thorn, de quoi parle-t-il? Je n'ai pas attendu sa réponse. Je me suis dirigé vers la lourde table basse en verre au centre du salon. J'ai soulevé le dossier manille et je l'ai projeté sur le verre. Le claquement sec a résonné comme un coup de feu. Élodie, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Je n'ai pas besoin d'un prêt de mon frère. Mon frère est au chômage, lourdement endetté, et vit au crochet de mes parents, et par extension, de moi, depuis toute sa vie d'adulte. Et ce soir, je vais te montrer exactement comment il a financé cette montre chère à son poignet et la bague à ton doigt. J'ai ouvert le dossier. Le tremblement de terre était sur le point de commencer. J'ai sorti le premier document. C'était la feuille de calcul maîtresse que j'avais créée, résumant 8 ans de transactions financières. Je l'ai placée directement devant Élodie sur la table basse. Parlons de difficultés financières, ai-je dit, ma voix stable et assez forte pour que personne ne puisse parler par-dessus moi. Ceci est une liste complète de chaque dette, prêt et dépenses d'urgence que j'ai couvert pour cette famille au cours des 8 dernières années. Thorn s'est jeté en avant, essayant d'arracher le papier. Ne regarde pas ça, Élodie. Il invente tout. J'ai repoussé sa main avec une force telle qu'il a trébuché en arrière sur le canapé. Ne touche pas à mes affaires, Thorn, l'ai-je prévenu. J'ai pointé les sections surlignées sur le papier. Ligne 1, 15 000 $ pour rembourser les dettes de carte de crédit de Thorn quand il les a maximisées en vacances à Cabo. Ligne 3, 8 000 $ pour couvrir le leasing de sa BMW après qu'il ait manqué 4 paiements et qu'elle était sur le point d'être saisie. Ligne 7, 12 000 $ pour couvrir sa part du capital de départ pour sa start-up ratée, qu'il n'a jamais remboursée. Élodie a pris le papier. Ses yeux ont parcouru les chiffres, traçant les lignes de données bien ordonnées. Son visage, auparavant plein de sympathie, s'est durci en un masque de choc pur. Gideon, ça suffit, a rugi Alistair, retrouvant enfin sa voix. Il s'est levé, le visage violet de rage. Tu étales les secrets de famille à une étrangère. C'est profondément irrespectueux. Le respect, ai-je répliqué sèchement, tournant ma fureur vers mon père.
Tu veux me parler de respect? Tu as essayé de me faire interner dans un service psychiatrique aujourd'hui parce que j'ai arrêté de te laisser me voler. Tu as perdu le droit d'exiger le respect au moment où tu es entré dans cette banque. J'ai sorti la deuxième pile de papier, les relevés bancaires officiels du fonds d'urgence commun. Je les ai étalés à côté de la première feuille de calcul. Et ça, ai-je continué, ma voix tremblant légèrement sous la force de ma colère, c'est le fonds d'urgence médical commun que j'ai créé pour mes parents. Au cours des 3 derniers mois, ma mère et Thorne ont effectué des dizaines de retraits non autorisés, pour un total de 12 400 $. J'ai tapoté du doigt les lignes de mémo surlignées en rouge. 4 000 $ pour des acomptes de décoration intérieure, 5 000 $ pour un avocat immobilier, 3 400 $ pour le traiteur de ta fête de fiançailles, Elodie. Elodie a laissé tomber le papier qu'elle tenait. Elle a regardé Thorne, les yeux écarquillés d'horreur. Tu m'as dit que tu avais payé la fête de fiançailles avec les bénéfices de ta dernière vente d'entreprise. Tu m'as dit que l'acompte de la maison était déjà sécurisé dans ton portefeuille. Tu as payé notre fête avec des fonds médicaux volés? Thorne hyperventilait. Elodie, bébé, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Mes parents ont dit que c'était l'argent de la famille. Ils me l'ont offert. Je vais tout rembourser dès que j'aurai trouvé mon prochain investisseur. Il ment, ai-je dit froidement. Il n'a pas d'investisseur. Il n'a pas de portefeuille. C'est un parasite. Et hier, ils ont réalisé qu'ils avaient tellement vidé le compte qu'il leur manquait 25 000 $ pour le dépôt de séquestre. Alors, ils m'ont envoyé un texto. Ils ont exigé que j'envoie l'argent. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert la galerie de photos et j'ai trouvé la photo que j'avais prise à l'hôpital. J'ai tourné l'écran et je l'ai tenu pour qu'Elodie puisse le voir. C'était une photo de Calder. Il était couché dans le lit d'hôpital, inconscient, pâle, avec un énorme tube en plastique scotché à sa bouche, relié à un respirateur, entouré de machines qui bipaient et le maintenaient en vie. Quand ils ont envoyé ce texto exigeant 25 000 $, ai-je dit, ma voix se brisant enfin, des larmes de rage absolue me piquant les yeux, c'est là que j'étais. J'étais assis à côté de mon fils de 7 ans, qui se battait pour sa vie dans l'unité de soins intensifs pédiatriques. Elodie a haleté, portant ses mains à sa bouche. Oh mon Dieu! Je les ai appelés, ai-je continué, regardant directement ma mère, qui sanglotait maintenant dans ses mains. Je les ai appelés et je les ai suppliés de venir à l'hôpital. Ma mère m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'elle devait visiter une maison témoin avec Thorne. Mon père ne pouvait pas venir parce qu'il avait un tournoi de golf. Ils ne lui ont pas rendu visite une seule fois. Ils ne se souciaient pas de savoir s'il vivait ou mourait. Ils ne se souciaient que de sécuriser une maison de luxe pour maintenir votre illusion. Thorne, Elodie a regardé la photo sur mon téléphone, puis a regardé les feuilles de calcul, et a finalement regardé la famille assise autour d'elle. La réalisation de ce dans quoi elle s'était mariée l'a submergée comme une vague physique de dégoût. Elle s'est lentement levée. Elle a décroché le sac à main de créateur qu'elle tenait. Elle a tendu la main gauche et a fait glisser l'énorme bague en diamant scintillant de son doigt. Elodie, s'il te plaît, a supplié Thorne, tombant à genoux sur le tapis, cherchant à attraper sa robe. S'il te plaît, je t'aime. On peut arranger ça. Elle a laissé tomber la bague sur la table en verre. Elle a atterri sur les relevés bancaires avec un cliquetis sec. Ne me contacte plus jamais, a-t-elle murmuré, sa voix tremblant de révulsion. Elle s'est tournée vers moi. Gideon, je suis si profondément désolé pour ton fils. Je n'en avais aucune idée. J'espère qu'il se rétablira. Elle a tourné les talons et est sortie par la porte d'entrée. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière elle, résonnant comme un coup de marteau de juge dans la pièce silencieuse. La maison était partie. La fiancée était partie. Le masque doré était complètement, irréparablement déchiré en lambeaux. Pendant un long moment, le seul son dans le salon était les sanglots pathétiques et superficiels de Thorne sur le sol. Il était recroquevillé sur le cher tapis persan, serrant ses genoux, sa vie parfaite complètement brisée. Ma mère pleurait hystériquement, se balançant d'avant en arrière sur le canapé, pleurant la perte de la belle-fille riche et du statut social qu'elle avait si désespérément convoité. Je me tenais au milieu des ruines de leurs illusions, ne ressentant absolument rien pour eux. Pas de pitié, pas de culpabilité, seulement un vide profond et libérateur. Puis Alistair a bougé. Le patriarche, humilié et dépouillé de son pouvoir,
a réagi de la seule manière que connaît un tyran acculé. Il s'est jeté en avant de son fauteuil en cuir, les poings serrés, le visage un masque de rage violente. « Petit salaud » a-t-il rugi, levant la main pour me frapper. « Tu as détruit la vie de ton frère. » Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé. J'ai tenu bon, le fixant avec des yeux si froids que cela l'a arrêté net. Sa main est restée en l'air, tremblante de rage, à quelques centimètres de mon visage. « Fais-le » ai-je murmuré. « Frappe-moi, touche-moi, et je te promets, Alistair, que la police sera à cette porte dans 5 minutes, et je ne me contenterai pas de porter plainte pour agression. Je leur remettrai les relevés bancaires. Je porterai plainte pour fraude électronique fédérale pour le vol non autorisé de 12 400 $. Je te poursuivrai pour la détresse émotionnelle et la diffamation de ton petit numéro à la banque aujourd'hui. Je te lirai dans des litiges si minutieusement que tu devras vendre cette maison juste pour payer tes frais juridiques. » Sa main s'est lentement abaissée. Le combat s'est vidé de lui, remplacé par une réalisation soudaine et terrifiante qu'il avait complètement perdu le contrôle. Il ne regardait plus le fil obéissant et invisible. Il regardait un homme qui tenait toutes les cartes et était parfaitement disposé à brûler la table. « Tu es un monstre » a sangloté ma mère depuis le canapé. « Comment peux-tu faire ça à ton propre sang ? » « Le sang, ce n'est que de la biologie, Rowena, ai-je dit, sans même la regarder. La famille est censée signifier la loyauté. C'est censé signifier être là quand ça compte. Calder est ma famille. Vous n'êtes que des gens que je connaissais autrefois. J'ai ramassé le dossier Manny et j'ai commencé à remettre les documents à l'intérieur. Les feuilles de calcul, les relevés bancaires. J'ai laissé la bague en diamant seule sur la table en verre. Voici les nouvelles règles, ai-je annoncé en fermant ma mallette. Je ne suis plus votre fils. Je ne suis plus votre frère. Je ne suis certainement plus votre distributeur automatique. Vous ne m'appellerez pas. Vous ne m'enverrez pas de SMS. Vous ne vous présenterez pas à mon bureau ou chez moi. Si vous tentez de me contacter ou de contacter Calder, je demanderai une ordonnance restrictive. Si vous tentez d'accéder à l'un de mes comptes financiers à nouveau, je vous ferai poursuivre avec la plus grande rigueur de la loi. J'ai pris ma mallette et je me suis tourné vers la porte. Gideon, attends, dit Alistair, sa voix soudainement faible et rauque. Le séquestre. Thorne va être poursuivi pour rupture de contrat si nous ne produisons pas les 25 000 $. Les vendeurs sont impitoyables. Nous n'avons pas ce genre de liquidité en ce moment. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de porte en laiton. J'ai regardé par-dessus mon épaule les 3 personnages, l'enfant en or pleurant sur le sol, la mère complice pleurant son statut perdu, le père tyrannique mendiant un sauvetage. Alors je vous suggère d'apprendre à manier un club de golf sur un parcours public, Alistair, ai-je dit doucement. Parce que vous allez devoir vendre ces abonnements au country club pour éviter le tribunal à votre fils. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans la nuit fraîche et sombre. J'ai descendu l'allée jusqu'à ma voiture, le son de mes pas résonnant dans la rue de banlieue silencieuse. En démarrant le moteur et en m'éloignant de la maison où j'avais grandi, j'ai regardé dans le rétroviseur. La maison avait l'air exactement la même de l'extérieur. Parfaite, riche, immaculée. Mais je connaissais la vérité. À l'intérieur, c'était un tombeau qu'ils avaient eux-mêmes construit. Je suis rentré chez moi. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, Madame Gable était assise dans le salon en train de tricoter. Elle a souri chaleureusement. Il a été un ange, Gideon. Il a dormi tout le temps. Je l'ai payé, l'ai remercié abondamment et j'ai verrouillé la porte derrière elle. Je suis entré dans la chambre de Calder. Il dormait profondément, sa respiration lente et régulière, sans aucune aide de machine. Je me suis assis sur le bord de son lit et j'ai regardé sa petite poitrine se soulever et s'abaisser. Je me suis penché et j'ai embrassé son front. Nous sommes en sécurité maintenant, mon grand, ai-je murmuré dans l'obscurité. Juste toi et moi. Pour la première fois en 35 ans, j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer. Cela fait 6 mois depuis ce tremblement de terre dans le salon de mes parents. 6 mois de silence absolu et glorieux de la part des personnes qui partagent mon ADN. La transition n'a pas été facile au début. On ne coupe pas un lien de toute une vie sans ressentir une certaine douleur fantôme. Il y a eu des moments, dans les premières semaines, où mon téléphone sonnait et mon cœur s'emballait avec la peur conditionnée d'une crise imminente. Mais les appels ne venaient jamais d'eux.
Calder s'est épanoui. Les médecins ont ajusté son plan de gestion de l'asthme, et il n'a pas eu de crise grave depuis cette nuit terrifiante en soins intensifs. Le compte en fiducie blindé que j'ai créé pour lui avec les 27 000 $ restants a été judicieusement investi. Entre ça et l'argent que je ne saigne plus pour ma famille, ses frais de scolarité universitaire sont essentiellement assurés. Nous avons pris nos premières vraies vacances le mois dernier, juste nous deux. Nous sommes allés dans un immense musée de dinosaures dans un autre état, et voir la joie pure et sans mélange sur son visage valait plus que chaque dollar que j'avais jamais possédé. Quant à ma famille, j'entends des nouvelles par le bouche à oreille. Les cercles professionnels et sociaux de notre ville sont petits, et les ragots voyagent vite. La vie de Thorn a implosé exactement comme je le savais. Sans les 25 000 $ pour le dépôt de séquestre, les vendeurs l'ont poursuivi pour rupture de contrat et ont conservé son premier acompte. Élodie, fidèle à sa parole, ne lui a plus jamais parlé. Elle a déménagé en Europe pour organiser une nouvelle galerie, se retirant complètement de son orbite. Thorn a perdu l'appartement de luxe qu'il louait parce que mes parents ont soudainement cessé de payer son loyer. Il a été forcé de retourner vivre dans sa chambre d'enfant à l'âge de 38 ans. La pression financière a brisé la façade parfaite que mes parents avaient maintenue. Pour payer les frais juridiques de Thorn et ses dettes de carte de crédit impayées, Alistair et Rowena ont été contraints de contracter une énorme deuxième hypothèque sur leur maison. Les abonnements au country club ont été discrètement annulés. Les voitures de luxe ont été échangées contre des berlines raisonnables. Ils font maintenant l'expérience de la réalité d'une vie de classe moyenne qu'ils ont passé des décennies à mépriser. Et ils le font tout en soutenant un homme adulte qui refuse de trouver un emploi. Parfois, tard dans la nuit, quand la maison est calme, je m'assois dans mon bureau et je réfléchis à la façon dont tout s'est déroulé. Je pense à ma mère qui pleure sur le canapé. Je pense à Thorn qui supplie à genoux. Je pense à la destruction pure que j'ai déchaînée avec un simple dossier de papier. Le docteur Evans, la thérapeute que j'ai commencé à voir il y a quelques mois pour surmonter le traumatisme de l'hospitalisation de Calder, m'a dit quelque chose qui a profondément résonné en moi. Elle a dit, « Gideon, vous n'avez pas détruit leur vie. Vous avez simplement cessé de les protéger des conséquences de leurs propres actions. Vous avez cessé d'être leur bouclier humain, et la réalité qu'ils avaient construite les a finalement frappés. » Elle avait raison. J'ai passé toute ma vie à essayer d'acheter l'amour et le respect de personnes qui ne m'appréciaient que pour mon utilité. J'étais le fils invisible, jusqu'au moment où j'ai coupé les vivres, et là, je suis soudainement devenu un monstre. C'est une pilule amère à avaler. Réalisez que l'affection de votre famille était entièrement transactionnelle. Mais recracher cette pilule est le seul moyen de guérir du poison. Je construis une nouvelle vie maintenant. Une vie bâtie sur des liens authentiques, pas sur des obligations financières. Mes collègues du cabinet sont devenus mon réseau de soutien. Madame Gable est comme une grand-mère de substitution pour Calder. Nous avons une famille que nous avons choisie, et l'amour ici circule dans les deux sens. Je regarde parfois la photo de Calder en soins intensifs, non pas pour me torturer, mais pour me souvenir du moment exact où le cordon a été coupé. Cette photo est la preuve ultime de l'endroit où se situait leur priorité. Ils ont choisi une maison plutôt qu'un battement de cœur. Ils ont choisi une illusion plutôt qu'une vie. Mon frère voulait un nouveau départ. Eh bien, il en a eu un, et moi aussi. Mais la question persiste dans un coin de mon esprit. Généralement, lorsque je regarde Calder jouer dans le jardin, en sécurité et en bonne santé, je sais que les actions légales et financières que j'ai entreprises étaient justifiées. Je sais qu'exposer Thorn à Élodie l'a sauvé d'un mariage désastreux. Mais la famille que j'ai laissée derrière moi prétend que je suis un méchant de sang-froid qui a délibérément orchestré leur ruine juste pour satisfaire une rancune mesquine. Ils racontent à qui veut l'entendre que je suis un monstre sans cœur qui a abandonné son propre sang quand ils avaient le plus besoin de lui. Parfois, en regardant les décombres que j'ai laissés derrière moi, je me demande si la punition était à la hauteur du crime. Ma famille me traite de sans cœur pour avoir ruiné la vie de mon frère. Parfois, en regardant Calder dormir profondément, je me demande si j'ai été trop cruel de tout leur enlever. Ou peut-être ai-je simplement cessé de leur donner le couteau pour qu'ils continuent de me poignarder dans le dos. Pensez-vous que j'ai bien agi? Merci d'avoir écouté mon histoire sur. Si vous avez également fait face à une famille toxique et avez dû prendre des décisions difficiles pour vous protéger et protéger ceux que vous aimez, veuillez partager votre expérience dans les commentaires. Votre courage peut être une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre dans l'obscurité.
N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour nous donner la force de vous apporter d'autres histoires authentiques et puissantes. Au revoir et à bientôt.